c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la suite d'une petite série de vidéos que j'ai retéléchargées pour pouvoir vous les partager à nouveau. J'en parle un petit peu plus précisément dans la première vidéo du coup de cette série de 3, donc on est sur la deuxième vidéo aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir la première, peut-être pour un peu plus de contexte si ça vous intéresse. Je la mets quelque part, elle s'affichera là-haut. Il s'agit donc d'un travail passé qui a ses défauts et ses qualités, mais que j'avais envie de repartager pour que vous puissiez avoir une perspective peut-être nouvelle, la manière dont j'ai commencé ma chaîne YouTube. Enfin bon, encore une fois, si vous avez besoin d'un petit peu plus de contexte, je vous laisse aller voir dans la description de cette vidéo ci-dessous. Bon, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, alors allons-y. C'est parti! Et c'est reparti, me revoilà, une autre journée et plein de nouvelles choses à dire et à raconter. Après ma précédente vidéo, je me suis dit que je pouvais peut-être continuer à parler un peu, même si ça n'est qu'en surface de ce que j'entends par romanticisation de la ville de Paris. D'ailleurs, je tenais à préciser que toutes mes vidéos sont du contenu de divertissement que je vous propose et que je crée pour mon propre plaisir personnel. Tous les sujets que j'aborde et les opinions que j'oralise sont issus d'un seul point de vue, d'autant que celui-ci est tout de même assez subjectif. Alors aujourd'hui, je vous propose une version et une vision des choses et du monde qui est la mienne. Mais il y a tout de même un panel de nuances et de points de vue dans ma propre réflexion, tout comme dans celle de tout un chacun finalement. Mais je m'égare encore. Revenons-en à ce qui m'intéressait dès le départ. Ce dont je voulais parler, c'est tout simplement une vision peut-être trop édulcorée, trop peu réaliste et trop peu honnête de ce que représente vraiment la ville de Paris. Je vais seulement survoler quelques petites choses dont j'ai plus particulièrement envie de parler, mais le sujet est si vaste qu'il faudrait plusieurs vidéos et de longues heures pour avoir un prisme assez large, pour que l'aboutissement de la réflexion soit à minima satisfaisante. Je pense que je vais commencer par parler rapidement du rayonnement et de l'image créée autour de Paris, à l'international et parfois même au sein de notre propre pays. C'est vrai que Paris est tout de même une forme d'image de marque pour la France, toujours dans le top 5 des villes les plus visitées au monde. Et Paris est une forme de produit d'appel français. Elle se vend comme étant, bien entendu, la ville des amoureux, la ville des artistes torturés, de la mélancolie, de la création et du luxe, de l'élégance à la française. Et encore, cette liste est non exhaustive. Au travers de la publicité, des réseaux sociaux, des films et des idées reçues, et de bien d'autres choses encore, Paris transparaît comme étant la ville parfaite, celle du bonheur, des crêpes et des croissants chauds, et des balades au bord de la Seine. Mais Paris, malheureusement, c'est aussi et surtout la ville d'une population trop serrée, coincée et étriquée dans un espace qui étouffe et semble être constamment à la limite de l'implosion. C'est la ville du trafic sexuel et des biens et substances illégales à outrance. C'est une ville où s'amasse la misère et les sans domicile fixe. C'est un lieu où beaucoup viennent s'échouer. C'est aussi la ville des rats et des pigeons, des détritus et des ordures. 1,5 à 2 rats par personne. C'est notable tout de même. Je pense que cet excès de romanticisation et ce mythe de la ville sans coquilles et sans accrocs est dommageable pour l'image de Paris à travers le monde, mais aussi pour la société française et mondiale, qui se conforte dans l'idée que la misère du monde et la mocheté des disparités sociales et économiques n'existent pas ou peu, ou tout du moins seulement dans certains pays, mais pas dans ceux qui, en surface, semblent aller bien, et qui peuvent se vanter d'avoir une ville aussi belle que Paris. Et pourtant, si, tous les éléments sont là. Le taux de pauvreté et de chômage est élevé à Paris. Les discriminations et disparités sociales, culturelles, économiques et j'en passe sont au centre même du fonctionnement de la ville de Paris. Et, en quelque sorte, le centre même de celui de nos sociétés occidentales dans un système économique qui est capitaliste, comme le nôtre. L'image et le capital prévalent sur l'humain et l'individu. Mais comment s'en prémunir sans devenir d'éternels pessimistes ?
trop ancré dans une réalité terre à terre et sans magie, sans paillettes et sans glamour. Car malgré tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas ajouter des strass et des gommettes dorées au monde qui nous entoure? Mais cela reste délicat car vivre avec des œillères, aussi petites soient-elles, c'est voiler une partie de ce qu'est, il me semble, la réalité de beaucoup d'êtres humains sur Terre. Un monde sans paillettes, sans gommettes, dans une réalité dure et froide, qui parfois semble inextricable. Je voulais aussi aborder cette idée que le luxe fait partie à part entière de l'identité de la ville de Paris. Et d'une certaine manière, oui, c'est un peu vrai, Paris est une ville luxueuse, luxuriante. Tout d'abord parce qu'elle recèle d'une architecture monumentale et ornementale, qui d'une certaine manière est le commencement même de ce que représentait le luxe à un temps T. L'hygiène, la propreté, l'esthétique de la façade d'une ville. Le projet de rénovation et d'aménagement de la ville de Paris aux alentours de 1830 avait même pour titre de campagne cette devise. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Il est d'autant plus intéressant de parler du luxe ici car je vous propose depuis quelques minutes déjà une petite visite du Centre Pompidou et de son expo permanente, agrémentée des collections Yves Saint Laurent, de robes associées à des œuvres de ses contemporains. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous emmènerai également faire un petit tour de l'exposition Charleret aux étages supérieurs. Mais revenons-en à Yves. En effet, la mise à l'honneur d'un créateur couturier français, tel que Yves Saint Laurent, est une manière pour le Centre Pompidou d'étendre d'autant plus son rayonnement et de tirer encore et encore sur la corde du génie créateur français et de mettre en avant l'association des arts au sein même d'un monde qui bouge et évolue constamment. Pour ma part, je suis heureuse de voir tant de belles robes réunies. Les robes et moi, c'est toute une histoire. Malgré cet amour des robes, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce qui découle de cette industrie du luxe et de l'ostentatoire. Les divers groupes de fast fashion qui parsèment le monde proposent au plus grand nombre un ensemble de vêtements qui se rapportent et se rapprochent de l'industrie du luxe, dans ses codes, ses motifs, ses designs et ses accessoirisations. Donner accès au luxe à tous, tout en laissant le luxe, le vrai, le seul et l'unique, à ceux qui ont de l'argent, le statut et la stature adéquate. Il ne s'agit plus de porter longtemps des habits de bonne qualité. Il s'agit de montrer qu'on ne s'habille pas tous les jours de la même manière et que l'on renouvelle son style continuellement, qu'on est au fait des nouvelles modes sociales et vestimentaires dans le monde qui nous entoure. Le luxe et l'imagerie qui l'entoure est en partie responsable, à mon sens, de la surproduction et de la surconsommation de vêtements. L'industrie textile et les grands groupes, comme Inditex ou TJX, font beaucoup de mal aux petits designers, aux marques plus consciencieuses et éthiques, aux industries de taille moyenne, non délocalisées, et à la société mondiale de manière plus globale, ainsi qu'aux individus qui, parfois malgré eux, sont victimes de ces phénomènes. Une fois encore, je ne fais que survoler tous les sujets que j'aborde, mais rentrer en détail dans tout ce que j'entends par ce que j'exprime à l'instant prendrait trop de temps et ne vous intéresserait pas forcément. Mais il me semble important d'exprimer même en surface cette idée que je me fais du monde et de l'industrie textile et du luxe. C'est l'exposition Charleret que vous pouvez admirer depuis quelques minutes maintenant. Eh bien, je n'ai pas du tout aimé son exposition. En fait, je crois que je n'aime pas beaucoup son travail en général. Rien ne me touche, tout semble froid et impersonnel. De plus, sa personne, son image d'artiste est, il me semble, une forme d'archétype de l'artiste contemporain américain vivant sur la côte californienne. Un artiste qui gravite dans des sphères qui sont toujours les mêmes, celles de gens avec de l'argent, avec une culture qu'ils partagent et des idées qui se ressemblent. Un artiste finalement très peu confronté à autre chose qu'à lui-même et qui ne s'intéresse pas à grand-chose d'autre qu'à son propre nombril,
à ses propres points de vue. Même ses études artistiques de scènes de vie presque anthropologiques me semblent être des moments volés, des moyens d'utiliser l'autre comme inspiration, mais pour ne parler que de soi, et non pas du sujet même de la sculpture humanoïde qui commence à prendre forme. Il reste peut-être parfois même, malgré lui, dans une forme d'élitisme culturel et social flagrant, où tout le monde se congratule mutuellement de leur bonne ouverture d'esprit et de leur créativité. Mais je m'emporte un peu, c'est un point de vue très subjectif que je donne là. Je suis peut-être très loin de ce qu'est réellement Charles Ray en tant que personne, en tant qu'artiste, tout du moins si l'on différencie les deux. J'expose seulement ce que j'en retiens. Je parle, je vous raconte des choses, mais on en est déjà à notre exposition. Allemagne, année 1920, nouvelle objectivité, August Sender. Eh bien, je pense que je vais vous laisser admirer encore quelques minutes cette belle exposition qui, pour le coup, m'a beaucoup plu. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit. C'était un gamin, un gosse de Paris, pour famille il n'avait que sa mère, une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant, va quand je serai grand. Et effectivement, on arrive vers la fin. Je vais arrêter là avec mes multiples tergiversations et je vous retrouve, si vous le souhaitez, dimanche prochain pour une dernière vidéo qui clora la série de ces moments à Paris. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires et à bientôt, j'espère. Le gamin vit partir sa mère un matin d'avril parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment contente de repartager cette série-ci et j'ai hâte que vous puissiez voir la dernière. Si vous êtes allé jusqu'ici dans la vidéo, eh bien pour que je le sache, laissez peut-être un emoji dans les commentaires en rapport avec l'art, peut-être un tableau ou une palette, comme vous le sentez. En tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. La dernière partie de cette série-ci, donc la troisième et dernière vidéo, arrive demain. Et ce dimanche, j'aurai un dernier petit vlog à vous partager avant de vous partager de nouveaux hauls parce que j'ai quand même plein de trouvailles que j'ai accumulées et que j'ai hâte de vous montrer. Et on se retrouve demain pour la fin de cette série. Time